crucial. Je pense que c'est maintenant qu'il faut soutenir et travailler avec les Tunisiens au moment où ils sont en train de construire une nouvelle constitution. Il ne faut pas être absent. On a tous applaudi au moment où Ben Ali a été sorti. Mais le moment crucial pour moi, il est maintenant de faire ce travail sur quelle constitution. Je crois que cette révolution, on vous dit, est d'abord une révolution patriotique, fondamentalement patriotique, contre une élite qui avait sali fondamentalement l'honneur du drapeau national. Et cette communion qu'il y a eu en Tunisie entre les différentes régions, les différentes classes d'âge, les différentes classes sociales, même si aujourd'hui on ne peut plus parler de classe sociale, procède de ce que j'appelle ce mouvement patriotique tunisien autour du drapeau et aussi autour de l'hymne national, qui est d'ailleurs devenu aujourd'hui un hymne plus que national, puisqu'il est aussi chanté par les révolutionnaires, les Homs de Hama, qui subissent la répression du régime de Hafez el-Assad, c'est un lapsus de Bachar el-Assad, mais j'ai envie de dire, c'est la même chose. La Tunisie, la révolution tunisienne, est-ce qu'on oublie une chose? Elle a donné de l'espoir au peuple tunisien, mais elle donne de l'espoir à tout le monde. Je vous le dis, à Hama, à Homs, à Sanaa, au Caire, aujourd'hui, l'hymne tunisien est un hymne qui est devenu un hymne international, interarabe. Et de ce point de vue-là, aujourd'hui, ne gâchez pas sa transition par ces effets de polémique qui relèvent parfois de polémiques caricaturales, parce que ce n'est pas simplement le peuple tunisien qui vous observe, et là je parle de c'est aussi tout le monde arabe et tout le monde entier, parce que j'en ai marre d'entendre dire que la démocratie ne peut pas avoir lieu dans le monde arabe, alors pitié, démentissez ce cliché. Et je vous remercie. J'ai compris que la vraie révolution était de révolutionner son esprit et l'ordre des priorités. Ce qui a toujours été prioritaire pour les élites locales n'est pas forcément la priorité du peuple. La priorité est peut-être de se réconcilier avec son histoire et sa mémoire, d'étudier notre histoire nouvelle, notre relation avec l'Afrique, avec le monde arabe, musulman ou asiatique. Tous ces changements dont nous connaissons, nous les avons rêvés, en tout cas, nous les avons vécus, parfois à distance, mais nous ne les avons jamais pensés. Nous n'avons jamais pensé la transition démocratique en Tunisie. Nous avons pensé à faire écarter un système, un dictateur. Nous n'avons pas pensé, nous n'avons même pas pensé que cette démocratie, que cette période transitoire, transition démocratique, puisse à un certain moment être pilotée par un mouvement d'inspiration sioniste. Donc il y a un vrai problème de pensée. Existe-t-il un risque d'une restauration autoritaire portée par exemple par les partisans d'anciens régimes? Je dirais que le risque de restauration autoritaire, aujourd'hui, elle sera portée par la crise économique et que parfois même par la subversion, peut-être de certains éléments dans l'ancien régime, mais surtout, et c'est là que je dois être clair, par des groupes extrémistes religieux appuyés par des manœuvres régionales. Il y a un risque, je le dis tel que je le pense. C'est un petit pays, et si on tombe, si par malheur, on tombe dans la violence, on sait quand est-ce qu'on a commencé, on ne sait pas quand est-ce que ça se termine. Face justement au succès aux élections, on s'est cru donc avoir une carte blanche pour faire ce qu'elle veut. Ça, c'est mon commentaire personnel. En sachant que ces élections ont été démocratiques dans la forme, mais est-ce qu'elles étaient dans le fond? Est-ce que les gens ont voté les partis selon leur programme? Est-ce que les programmes et les partis étaient connus ou pas? En sachant que les mosquées n'ont pas été neutres. Des pages Facebook de 900 000 personnes donc, qui ont fait du dénigrement pendant des mois et des mois contre les vrais opposants pendant des années et des années, etc. etc. J'ai deux brèves remarques à mademoiselle et à monsieur Zied. La première, c'est en fait il y a une amalgame, je pense, entre constitution par dénomination et constitution dans le temps. Vous pouvez mettre et introduire ce que vous voulez dans le texte, que vous allez adopter, mais il s'appellera toujours constitution, parce que vous êtes une assemblée nationale constituante, mais contient-il vraiment les dispositions d'une véritable constitution démocratique? C'est-à-dire, c'est bien d'avoir eu l'idée d'introduire l'état de droit, que vous avez souligné, mais c'est un esprit
qui se constitue tout au long de la Constitution, du préambule jusqu'aux dispositions finales, les clauses de révision. Donc il faut avoir cet esprit-là et non des idées d'état de droit, de charia, peut-être de certains, et qui donnera peut-être à la fin une constitution contradictoire en elle-même. La deuxième remarque, c'est à M. Zier. J'aperçois une certaine vulgarisation de la violence. Comment assimiler des manifestants à des groupements salafistes. C'est pas vraiment la connotation religieuse qui diffère, mais la nature profonde des actes. Il y a ceux qui font entrave certes à l'économie, mais les autres menacent la vie des personnes, l'intégrité du territoire tunisien et de l'unité de l'État. On ne peut jamais assimiler des groupes salafistes à des manifestants qui nuisent à l'État, mais dont leur acte diffère profondément. On parlait du risque de distorsion, d'éloignement entre la société civile et l'État. Et je voulais savoir comment, même si j'ai bien compris que c'est un processus long, éviter, contrer en tout cas la mainmise de mouvements type salafistes et autres qui, eux, sont, je dirais, à 200%, dans la, en tout cas, assurent une sorte de mainmise sur des œuvres de la société civile. Voilà, merci. Est-ce que vous allez mettre la charia dans la Constitution? Premièrement. Deuxièmement, lorsque vous allez mettre charia, est-ce que vous allez la mettre de quelle façon? Est-ce qu'on va voir des lapidations en Tunisie? Est-ce qu'on va voir, justement, est-ce qu'on va voir la polygamie en Tunisie? C'est catastrophique. Je veux une réponse claire, s'il vous plaît. Merci. La position du CPR est claire. La charia est source de droit. Mais on ne veut pas la mentionner dans la Constitution parce que c'est un débat, interprétation. Ça ouvre une boîte de Pandore. Et on n'a pas le temps aujourd'hui de l'étudier et de la délimiter. Donc on préfère, on ne va pas la mettre. Par contre, on reconnaît que ça a toujours été le cas, ça n'a jamais été un problème. Par contre, on tient à confirmer l'identité arabo-musulmane dans l'article 1. Nous, en tant que Narda, on se démarque complètement et parfaitement avec le discours salafiste et tous les politologues et tous les, je dirais, les chercheurs sérieux qui connaissent la matière, ils vous diront qu'effectivement, en termes de pensée, en termes de discours, c'est tout à fait différent. Ce qui nous différencie justement avec ces gens-là, c'est que nous, on considère que la démocratie, que les libertés fondamentales, que les droits de l'homme ne sont pas un produit importé, ils sont un produit qui peuvent s'accommoder parfaitement avec un terrain musulman, avec une terre musulmane, et qu'on peut être parfaitement et à la fois musulman et démocrate. Et je pense que c'est notre défi. C'est ça, effectivement, le défi qu'on souhaiterait réussir aujourd'hui. Et je rebondis sur ce que a dit monsieur le député. Effectivement, on a toujours cette vision de l'autre côté de la Méditerranée, cette surfocalisation en réalité, cette vision qui, en réalité, on dirait qu'elle ne tient compte que du paramètre religieux et du paramètre sécuritaire. Vous avez raison de souligner qu'effectivement, il y a un problème de salafisme qui émerge. Il ne faut pas non plus dramatiser la situation en Tunisie, parce qu'il y a l'effet double aujourd'hui les médias, on dirait, certains en tout cas, se sont fait une spécialité et ils ne parlent que de ça. Et donc, on a l'impression parfois que c'est quelque chose qui est en train de menacer, je dirais, l'unité de l'État ou de faire une république islamique ou salafiste en Tunisie, ce qui n'est pas du tout le cas. Et qu'aujourd'hui, la tendance, c'est de réussir cette transition démocratique de manière parfaite, de faire en sorte que, en cette terre d'islam, justement, cette terre d'ouverture, on peut être musulman et démocrate. Mais il faut, à mon avis, que du côté de la rive droite de la Méditerranée, on ne fait pas cette focalisation excessive sur le caractère religieux du comportement. Entre le 6 et le 7 mars, il y a eu beaucoup de messages appelant des Tunisiens, d'un groupe de Tunisiens, d'aller à la Manouba pour une expédition punitive contre le doyen de la Manouba et éventuellement de destituer. Donc voilà ce genre d'informations qui circulent. Quel rapport qu'elle porte un foulard ou un niqab ou même une couscoussière sur la tête, est-ce que ça
je reviens encore, deux mots, ou bien on est démocrate, on reconnaît, on empêche ces filles d'accéder, il a dit, elles sont libres d'aller se balader dans les couloirs, mais pas accès, elles sont là pour étudier. On leur confisque ce droit. Il y a des règles, y compris dans l'université et dans la démocratie. Une des règles, c'est quand je fais un examen et quand je pose des questions à une personne à laquelle je dois examiner, à laquelle je dois donner un diplôme, eh bien je dois savoir qui elle est et je dois avoir. Vous avez raison, madame. Mais le problème ne s'est posé qu'à Manouba, il y en avait d'autres filles avec les gars. Mais ça, c'est un problème de rien du tout. Dans les aéroports, c'est logique. On a réduit les aspirations du peuple arabe à des bêtises comme ceux qui réduisent l'islam au foulard, au niqab, et ne pas boire de l'alcool et ne pas manger du porc. On a vécu, moi j'ai 57 ans, j'ai vécu 57 ans de dictature et de manque de démocratie. Maintenant nous avons la chance de faire de démocratie dans le monde arabe et on est en train de passer notre temps à des bêtises, pour ne pas dire à des conneries. Et je trouve que... C'est vrai qu'il y a liberté d'expression, mais pour les médias en place, à 90%, ce sont des médias existants. Et je dois dire que les médias peuvent former. Leurs critiques par rapport au gouvernement ne sont pas des critiques, je dirais, d'un journalisme professionnel. C'est-à-dire, on prend ce que fait le gouvernement, on le juge sur pièce, par des enquêtes, par du travail professionnel. Ce sont souvent des attaques idéologiques. La Révolution a jeté les jalons lunaires de démocratie, d'état de droit et de respect des droits de l'homme. Ce sont ces valeurs partagées avec l'Union européenne qui motivent aujourd'hui l'aspiration de la Tunisie à hisser ses relations avec ses partenaires européens à un palier supérieur. Dans cet esprit, la première task force Tunisie-Union européenne qui s'est réunie à Tunis au mois de septembre dernier a retenu dans ses conclusions le partenariat privilégié comme statut devant qualifier les relations futures entre la Tunisie et l'Union européenne. L'Union européenne ne peut pas être un observateur de la situation. Elle peut s'engager, elle doit s'engager, c'est sa responsabilité. Pas seulement s'engager, mais elle doit s'engager, doit prendre le leadership dans la communauté internationale. Et de l'autre côté, il y a la Tunisie. Tunisie qui reste, pour toutes les raisons que je viens de mentionner, l'acteur, le seul acteur qui a tous les atouts pour vraiment réussir et marquer, devenir une référence pour tous les autres pays de la région. Alors comment reprendre le flambeau de la modernité en le dissociant de l'héritage de la domination? Parce que le modernisme est perçu par la majorité du peuple qui a voté comme un outil de domination du peuple. Parce qu'il est toujours associé à l'ancien régime. La modernité est associée à l'ancien régime. Donc c'est là qu'on a un énorme travail à faire au moderne. C'est de dissocier la modernité de sa gangue autoritariste. C'est quoi la modernité, madame? Oh, j'ai pas le temps. Je vais pas monter chez vous. La prochaine fois, on en discute. Pas de problème. Donc, je pense que l'archaïsme du pouvoir politique était aussi quand même d'origine un peu religieuse. Il y avait une allégeance sacrée au pouvoir. La religion n'est pas complètement extérieure, n'est pas simplement un facteur de liberté. Ça a été, même dans les pouvoirs anciens, la sacralisation du pouvoir était liée à l'allégeance religieuse aussi. Donc là, il y a un travail à faire. Donc, grâce à la Révolution, nous avons découvert les faiblesses d'une modernité qui voudrait fonctionner sans démocratie. Il devient clair que la démocratie elle-même ne pourra pas fonctionner sans la modernité. L'université tunisienne étant le symbole, par exemple, de la modernité. Je vous remercie.